Hervé Pinto, bonjour. Bonjour, Robert Saïd. J'ai tenu à te recevoir parce que dans Jicambout TV, nous avons une rubrique, les luttes populaires, qui veulent parler des combats collectifs ou individuels qui sont menés un peu partout, et pour faire partager aux téléspectateurs et téléspectatrices le point de vue de ceux qui mènent et les leçons qu'ils tirent de leur combat. Et ton nom est connu en Martinique puisque tu as mené un combat assez dur sur le front syndical, mais pas seulement. Tu animes un groupe qui entend lutter contre l'injustice qui prévaut dans ce pays. Donc voilà les raisons qui font que j'ai tenu à t'inviter. Alors bonjour. Alors bonjour à toi, Robert Saïd. Bonjour aussi aux personnes qui regardent Jicambout TV. Jicambout TV. Alors, que je me présente rapidement, bon, j'ai 49 ans, je suis postier, mais je suis un militant. Alors, je suis revenu au pays en 1996. Et là, je me suis rendu vraiment compte de ce qui se passe dans mon pays et de la souffrance qu'il y a au pays. Et donc, j'ai retroussé mes manches et je me suis mis dans la lutte. Ça fait 20 ans là, au mois de mai qui arrive là, ça fera 20 ans. 20 ans de lutte. Parce que, outre mon combat syndical, je mène un combat pour la terre en Martinique. Parce que mon arrière-grand-père est né en 1838. Il achète 16 hectares en 1874 et il achète ces hectares des mains de l'administration coloniale de l'époque. Lorsque on sait que une certaine communauté béquée en Martinique se revendique de terre en tant que propriétaire, nous, petits-fils d'esclaves, nous sommes capables, enfin pour ma part, nous sommes capables de démontrer que des personnes réduites en esclavage, eh bien, ont pu, à la sueur de leur front, acheter de la terre, que la terre est enregistrée avec le titre de propriété. Voilà, titre de propriété à l'appui, acheté, et que la terre est enregistrée, enfin, le titre de propriété est enregistré à la conservation des hypothèques. Et voilà 20 ans que je me bats contre les institutions, contre les magistrats, contre certains magistrats, contre l'État français lui-même, pour simplement revendiquer la terre d'un homme. Faire valoir les droits à la propriété. Mais je ne suis pas seul dans ce cas-là. Alors, on va développer ces deux aspects-là plus en profondeur tout à l'heure. Je veux commencer par le premier combat qui t'a fait connaître, c'est le combat syndical. Parce qu'en fait, tes ennuis commencent avec la Poste, où tu travailles, à partir du moment où tu montes une section syndicale. Est-ce que tu peux nous résumer ce parcours de combat qui t'a attendu à partir de ce moment-là? Alors, en réalité, je crois que je me fais, on va dire, épingler par le pouvoir, non pas par mes activités syndicales, mais plus par mon engagement, on va dire, patriotique concernant la terre. Parce que j'ai un attachement très fort à la terre. La terre nous nourrit. La terre, pour moi, c'est la vraie valeur. Et je l'ai compris très tôt. Et très tôt, j'ai fait savoir que je n'étais pas prêt à céder la terre, à céder le fruit du travail d'un homme. Donc, si je comprends bien, c'est parce qu'on savait que tu menais ce combat-là qu'on t'a attaqué sur le plan professionnel. Voilà, c'est exactement ça. Parce que, sachant que en m'attaquant sur le plan professionnel, eh bien, on pouvait, on va dire, m'affaiblir et me créer des difficultés financières de manière à ce que je ne puisse pas mener le combat juridique, parce que c'est un combat juridique très difficile, très lourd, alors même que, malheureusement, et heureusement pour moi, mais malheureusement, eh bien, le système lui-même, l'État français lui-même, ne respecte pas les propres lois qu'il impose au peuple martiniquais. Parce que, j'ai parlé tout à l'heure
d'un homme réduit en esclavage. La Constitution de la France, les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme de 1789 sont inscrits dans le bloc constitutionnel français, la Constitution de 58. Mais en 1789, eh bien, nous étions, enfin je dis nous, les nègres étaient encore esclaves ici. Alors même que l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. Ouais, mais ils n'étaient pas considérés comme des hommes. Donc on voit bien que cette déclaration ne s'adressait pas à nous. Et jusqu'à présent, il y a des incohérences. Mais alors, je constate donc que c'est ce terrain pour le combat pour la terre qui est principal dans ton combat. Et tu nous disais que ton arrière-grand-père détenait un titre de propriété. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce titre-là n'est pas valable? Est-ce que tu es allé devant les tribunaux? Est-ce qu'ils ont dit non, ce titre-là n'est pas valable? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas jouir, que ta famille ne puisse pas jouir de cet héritage-là? Alors, je vais expliquer très rapidement pour qu'on puisse comprendre. Je crois que ce n'est pas quelque chose à banaliser. Ce combat-là revêt une importance fondamentale. Une importance fondamentale, non seulement par rapport au combat que je mène pour la mémoire de Félix Gratte, mais aussi pour d'autres Martiniquais. Pour d'autres Martiniquais qui, justement, ont des difficultés. Lorsqu'on sait qu'un député, il y a quelques semaines, est fier de dire qu'il est à l'origine d'un projet de loi sur l'indivision, mais on ne peut pas sortir de l'indivision si les problèmes ne sont pas réglés. Parce que si on sort de l'indivision, ça voudrait dire qu'on valide une difficulté qui est là. Parce que le droit de propriété, tu me poses la question, le droit de propriété, et c'est leur constitution qui dit ça. La constitution, c'est le droit suprême, au-dessus des lois ordinaires et organiques. Leur constitution dit que la propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé. Nul, la personne humaine. Est-ce à dire que Félix Gratte, puisque c'est de cet homme qu'il s'agit, c'est cet homme qui achète en 1874, est-ce à dire que cet homme, aujourd'hui, en 2018, n'est pas considéré comme une personne humaine? J'ai gagné 7 de mes premiers procès. J'ai gagné 7. 7 procès gagnés. 7 procès gagnés. Et malgré ça, on ne reconnaît pas. Aujourd'hui, je suis en lutte contre 2 promoteurs sans scrupules. 2 promoteurs venus de l'Hexagone. Eh oui. Après, on va dire que... Donc, ils ont construit sur ces terrains sans avoir de titre de propriété. Ils ont construit, alors même, ils ont construit. Mais j'ai envie de dire que les gens qui ont construit sur la propriété, dès le départ, je leur avais dit de ne pas construire. J'ai saisi toutes les autorités. J'ai saisi le président de la République de l'époque, c'était Jacques Chirac, j'ai les documents. J'ai saisi le maire des Trois-Îlets. J'ai saisi l'agence immobilière qui était en charge de vendre les parcelles. J'ai saisi toutes les autorités pour leur dire de ne pas faire. Ils l'ont fait quand même. Je suis allé devant les tribunaux. J'ai gagné. Les tribunaux ont reconnu que la propriété appartient bien à Félix Gratte, cet homme né en 1838. La justice a reconnu qu'il s'agit d'un juste titre. Ils sont allés en appel, j'ai encore gagné. Ils sont allés en cassation, leur pouvoir a été rejeté. Pourtant, en 2014, la justice ici en Martinique remet le couvert. Mais c'est incroyable. J'ai un jugement qui a autorité de la chose jugée. Pourtant, la justice remet le couvert et dit que des promoteurs peuvent bénéficier de ce qu'ils appellent la théorie de l'apparence. Non, mais c'est extraordinaire. Voilà la difficulté que j'ai aujourd'hui. Alors, on va revenir sur cet aspect-là quand on parlera du collectif de lutte, parce qu'on a bien compris la situation. Tes antécédents ont un titre de propriété, tu gagnes devant la loi, et malgré ça, la justice française ne te donne pas le droit et ne condamne pas les promoteurs. Alors, on revient, puisque le temps court très vite, sur les impacts dans ta profession. Puisque tu mènes combat, tu es connu pour ça, mais en tant que militant, tu vas essayer de monter une section syndicale
Et là, on dit, ah, voilà l'affaire, on va l'attaquer là aussi. Résume-nous un peu ce combat syndical. Alors, effectivement, je ne lâche pas l'affaire, je ne lâche pas, et je tiens bon, et juridiquement, dans les procédures s'agissant du foncier, eh bien, ils ont bien compris que je suis déterminé. Donc, dans le même temps, effectivement, je crée un syndicat local, CDMT Poste, donc affilié à la centrale CDMT, et statutairement, il est clairement précisé que le syndicat CDMT Poste reste libre, autonome, et nous menons un certain nombre d'actions, nous sommes légalement constitués. Eh bien, la Poste décide en 2008 que ce syndicat est purement et simplement interdit dans la Poste. Pourtant, je ne vais pas m'étaler dessus, mais ça c'est le préambule, et je peux le montrer. Bon, la caméra, éventuellement, les gens qui regardent peuvent éventuellement aller sur Internet. Vous tapez préambule de la Constitution de 1946. Ben, la Constitution française dit simplement que tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. C'est ça que c'est le droit français. Maintenant, la Poste qui est, rappelons-le, une institution dirigée, dont le conseil d'administration est dirigé par l'État, la Poste nous dit qu'elle ne veut pas de la CDMT dans la Poste. Donc là, elle refuse, il y a des manifestations, ça va également devant des instances judiciaires. Ça va devant des instances judiciaires. Alors, on part là encore dans une bataille judiciaire pas possible, et on se rend bien compte que les hommes et les femmes qui rendent la justice ici dans ce pays font tout pour protéger les dirigeants de l'État, de la Poste. Mais c'est terrible, parce que en 2009, lorsqu'on se rend compte que la juridiction administrative protège les dirigeants de la Poste, qu'est-ce que nous faisons? Nous déposons une plainte pénale, cette fois. Dans un premier temps, une enquête préliminaire est déclenchée. Donc, les dirigeants de la Poste sont auditionnés. Puis, bizarrement, tout s'arrête. Tout s'arrête. Qu'est-ce que je fais? Je saisis le doyen des juges d'instruction. Le doyen prend une ordonnance d'irrecevabilité. Il déclare que la plainte est irrecevable. Je ne m'arrête pas là. Je saisis la chambre de l'instruction de la cour d'appel, qui, elle, dit que ce que je dis est vrai et qu'il faut donner suite. C'est terrible ce que je dis. En 2013, j'ai dit que la plainte a commencé en 2009. En 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dit que j'ai raison, qu'il faut donner suite. Nous sommes en 2018. Il n'y a toujours pas de suite. Voilà. Et alors, autre-temps, il y a un certain nombre de mesures prises par la Poste pour t'interdire de venir sur ton lieu de travail. Mais non seulement ça, entre-temps, un certain nombre d'exactions sont commises. C'est-à-dire qu'il y a des attaques qui se font. Moi, je n'en reste pas là. Je vais jusqu'à saisir l'OIT, une instance de l'ONU. Organisation internationale du travail. Je saisis l'OIT. Et là encore, on peut vérifier sur le site du collectif Justice, d'ailleurs sur mon t-shirt, on le voit, le site du collectif Justice. Eh bien, voici le rapport de l'OIT. Donc, les Internet peuvent aller sur le site regarder, mais voilà comment ça se présente. C'est en ligne sur notre site collectif Justice et CDMT Poste. Il y a un rapport de l'OIT qui dit que, eh bien, ce que nous disions était exact. Et d'ailleurs, ce rapport donne même injonction à l'État français de mettre de l'ordre et de corriger le tir parce qu'il y a manifestement violation de la liberté syndicale. À ce jour, les exactions continuent. À tel point qu'à un certain moment, tu décides de faire une grève de la faim. Voilà. Acculé, face à tant d'injustices, eh bien, je me vois forcé et contraint de me mettre en grève de la faim. Qui a duré 34 jours. 34 jours devant les établissements de la Poste. Dans le bureau du directeur de la Poste. Le bureau. Au départ, ça a commencé à l'intérieur du bureau du directeur. Et après, Et j'ai été expulsé manu militari par les policiers venus en force et en nombre. Un soir vers 20h, m'expulser du bureau. Voilà comment ça s'est passé. Et tu as poursuivi ta grève devant l'établissement. À l'entrée de l'établissement. Et je rappelle que la décision de justice qui a été rendue, eh bien, c'était un jugement de Salomon
le juge n'a pas donné la possibilité à la Poste d'utiliser la force publique. C'est ce qu'il réclamait. Le juge a rendu un jugement de Salomon en m'en donnant une astreinte sous 2 mois. On peut tenir 2 mois en grève de la faim. Moi, je n'ai pas de précédent. Si quelqu'un peut tenir 2 mois, mais le juge a donné une astreinte de 100 € par jour. J'ai tenu 34 jours. Léo de Dio, réglez vos problèmes. Ouais. Et puis voilà. Et finalement, un accord avait été signé qui a été dénoncé par la Poste en disant que c'est sous la contrainte qu'elle a signé cet accord. Alors, effectivement, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé le 17 juillet. Un mois après, le 16 août, le jour de mon anniversaire, c'est pas fait par hasard. Le jour de mon anniversaire, la Poste envoie un huissier à mon domicile. Et l'huissier stipule que la Poste ne reconnaît plus le protocole. Que soi-disant... Un mois après. Que soi-disant le protocole aurait été signé sous la contrainte. Or, nous avons des photos, nous avons des films, il y a des témoins nombreux qui prouvent que ça n'a pas été signé sous la contrainte. Tellement ça n'a pas été signé sous la contrainte. Je n'étais pas là, mais mon avocat, M. Mounoutuka, peut le témoigner avec d'autres personnes. C'est Jean-Claude Manéré, le directeur de la Poste, lui-même, qui a appelé mon avocat pour lui dire « Mais venez signer dans l'après-midi ». C'est eux qui réclamaient la présence de mon avocat pour signer. Et il y avait des policiers à l'intérieur au moment. Donc, lorsque vous êtes en danger et que vous êtes sous la contrainte, vous demandez à la police qui est présente de vous protéger et vous partez. Bon, vous n'appelez pas les gens pour signer, soyons sérieux. Voilà. Donc, en l'état là, à quel point en sommes-nous là aujourd'hui sur ce dossier-là? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 7 décembre, je reçois un courrier à mon domicile me disant que la Poste, au final, a décidé de m'envoyer devant un conseil de discipline. Voilà ce qu'ils ont décidé. Ils m'envoient devant un conseil de discipline et que j'ai la possibilité de venir prendre connaissance du dossier disciplinaire chez un huissier. Ce que je fais, je vais chez l'huissier. Et voici le document. Parce que j'aime bien étayer mes propos avec preuve à l'appui. Tout est là. Je suis debout derrière ce que je dis. Je vais chez l'huissier, je paye et je récupère 400 pièces, exactement 427 pièces. Ouais. C'est écrit là. 427 pièces, je récupère chez l'huissier. Sauf que... Combien de personnes as-tu tué à la Poste pour avoir 427 pièces pour indiscipline? Suite à une grève de la faim. Suite à une grève de la faim. N'oublions pas, suite à une grève de la faim. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je commence à lire les 50 premières pièces du dossier. Et je m'aperçois, avec stupeur, que la Poste, les dirigeants de la Poste n'ont pas hésité d'introduire dans ce dossier de 400 pièces des faux, et ils en font l'usage. Nous sommes dans le faux et usage de faux. Nous sommes dans l'escroquerie en bande organisée. L'escroquerie, article 313-1 du Code pénal, c'est manifeste. Et là, je vous dis, faux et usage de faux. Et le Code pénal dit, c'est l'article 441-7, le Code pénal dit, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. Alors, donc, tu vois que dans ce document, dans ces pièces, il y a des choses qui ne sont pas claires. Mais à quel point ça fait quand même quelque temps? Est-ce que la commission de discipline a été faite? Est-ce que tu as été convoqué avec tes représentants? À quel point est cette affaire-là? Alors, la situation est au point que je viens d'expliquer. Ni plus, ni moins. Quand tu as récupéré ces pièces-là, jamais il n'y a plus de mouvement. Entre-temps, j'ai rencontré Éric Cayol, chef de cabinet du ministre de l'Outre-mer. Et bien sûr, je dis haut et fort à tout le monde, en Martinique, en France et partout dans le monde, qu'il y a un problème réel, un problème sérieux, un problème majeur au niveau du fonctionnement de l'institution, la Poste. Après une grève de la faim de 34 jours, ces gens-là sont capables de monter un dossier disciplinaire fallacieux, basé sur l'escroquerie, pour encore continuer leurs exactions. Et voilà, voici, et
je ne cache pas, voici deux attestations faites par deux hauts dirigeants du groupe La Poste. Ce sont des faux. Ce sont des faux parce que ces gens-là oublient un certain nombre de choses. Robert Saï, tu le sais comme moi-même, les grands gens ont dit ça avant, mentait pas ni mémoire. Non mais, je connais mentait pas ni mémoire. Alors, vu qu'il nous reste peu de temps, ce qu'on retient, c'est que pour l'instant, la Poste ne réagit pas, mais que tu as un dossier solide et on attend de voir pour continuer ce combat-là. Je veux passer justement à quelque chose de plus général, c'est un peu ce que tu disais, c'est que c'est un problème de système, ce n'est pas uniquement le cas Hervé Pinto, il y a beaucoup d'anomalies dans le traitement des affaires judiciaires ici, ce qui vous a conduit à constituer un collectif de justiciables. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce collectif? Alors, ce collectif est composé de plusieurs personnes en souffrance. C'est ça, ce collectif. Ce sont des gens qui souffrent. Des gens pour lesquels leur cause n'est pas entendue. Ils ont beau présenter toutes les preuves, on ne les prend pas au sérieux. Au contraire, ils sont tournés en dérision. On dit même qu'ils sont fous. Alors, dans ce collectif, par exemple, à part Hervé Pinto, il y a Félix Jean-François. Félix Jean-François. Que l'on connaît avec Jet Aviation Service. Véritablement. C'est un scandale. Un scandale des plus profonds. Oui. Nous avons Gérard Nivan, un homme aux Anses d'Arlay, tout simplement victime d'un notaire. Parce que Gérard Nivan, qu'est-ce qui s'est passé sans développer? Gérard Nivan, eh bien, son adversaire bénéficie d'un acte rédigé par un notaire avec 3 témoins. L'un n'était pas né et les 2 autres étaient mineurs au moment où ils attestent connaître telle chose. C'est-à-dire que le notaire bâtit un acte avec un témoin qui n'est pas né et les 2 autres sont mineurs. Non, mais voilà Alors, je pense que les gens pourront se référer au site que vous avez pour voir le détail de toutes ces affaires-là. Vous avez le docteur Guduf. Oui, concernant les rapports. Vous avez Fred Corançon. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de personnes. Pour gagner du temps, nous incitons les téléspectateurs de Jicambou TV à se reporter au site où il y a des explications sur toutes ces causes-là. Oui, et nous avons... Est-ce que tu peux rappeler la façon d'arriver à ce site-là? Alors, vous tapez sur Internet Collectif Justice ou alors CDMT Post. Voilà, Collectif Justice ou CDMT Post sur Internet. Et donc, voilà, donc vous pouvez y accéder. Donc, on aura des détails sur toutes ces affaires-là. Vous aurez voilà, des films, des documents, des preuves concrètes, parce que notre cause n'est pas entendue. Donc, nous sommes bien obligés d'alerter l'opinion publique, parce que, attention, dans leur constitution, la France, nous avons un droit naturel et imprescriptible qui est le droit à la résistance à l'oppression. Donc, à ce titre, eh bien, on ne fait pas de violence, mais on réagit et on résiste à l'oppression. C'est un droit de leur constitution à eux. Alors, il nous reste très peu de temps. On aura l'occasion certainement de retourner sur toutes ces luttes qui se mènent, puisque Jicambou TV a vocation à montrer les manifestations, les luttes, les faits. Donc, je pense que le collectif va rester en contact avec nous. En quelques minutes, si tu avais un message global à donner à la population martiniquaise, quel serait-il? Alors, ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent, et même les Martiniquais qui vivent en France, c'est que ne soyez pas dupes, parce que personne n'est à l'abri. En fait, ce qui nous arrive aujourd'hui, malheureusement, peut vous arriver demain. Et les choses, comme vous le voyez, vont de mal en pis. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et paradoxalement, la France est en contradiction avec elle-même. Parce que la France a une organisation dans ce modèle de société qu'elle nous impose. Elle a une constitution, un bloc constitutionnel. Elle a des lois qu'elle nous impose. D'ailleurs, elle est très stricte sur le respect de la loi, en matière de sécurité routière, etc. Elle est très stricte. Mais dans le même temps, elle se permet, la France, elle se permet, avec ses magistrats, elle se permet de violer ses propres lois, de violer sa propre constitution, de nous imposer des choses qui ne sont pas dans la loi. J'ai parlé de la théorie de l'apparence, ça n'existe pas dans la loi.
Donc, en totale violation de ses propres règles de loi, de manière à nous rétablir encore en esclavage. Et c'est très grave. En tout cas, merci beaucoup Hervé Pinto d'être venu nous faire partager ces combats-là. Et comme je l'ai dit plus tôt, Jicambou TV reste au service de ceux qui n'ont pas les moyens de se faire entendre au plus haut niveau. Merci Jicambou TV. Merci. C'est ça qui va nous content. Mon garçon, nous plein